Après vous. Cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation, nous dit Emmanuel Lévinas. Après vous. D'abord, après vous, on pense quand même, malgré tout à la galanterie, à s'effacer pour quelqu'un. Souvent un homme pour une femme, mais une femme pour une femme. Après vous, c'est aussi la façon de dire exprimez-vous d'abord, je passerai après. Donc c'est cette notion un peu d'humilité sur un sachant ou un écoutant. Ça, je trouve ça très intéressant. Que dire d'après vous? Après vous, ça veut dire aussi que peut-être les priorités ne sont pas les mêmes pour tout un chacun. Ça veut dire aussi que vous pouvez m'apporter quelque chose que moi je n'ai pas. Et donc c'est le savoir s'écouter. On en a bien besoin en ce moment de savoir s'écouter. Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter très rapidement. Vous avez grandi entre Cannes et Marseille. D'ailleurs, votre teint hâlé rappelle que ce n'est jamais très loin, le soleil. Vous étiez dans une famille de militaires côté paternel et d'industriels venus de Haute-Savoie du côté de votre mère. Vous avez été bachelière à 16 ans, puis vous enchaînez Subdeco Marseille. Vous partez aux États-Unis assez jeune pour implanter l'antenne de bateaux sur mesure Guy Coach aux États-Unis. Et puis vous devenez contrôleuse de gestion chez Esso. Après, vous rejoignez la grande marque Decaux. Bref, un parcours du côté du secteur privé assez intense, qui est assez rare en politique, parce qu'après, vous avez rejoint l'équipe d'Édouard Philippe en 2017. Vous avez été appelé au gouvernement, secrétaire d'État auprès des personnes en situation de handicap. En France, on les dénombre à peu près à 9 millions de personnes, et donc 13% à peu près de la population. Et vous avez gardé ce marocain ministériel jusqu'en 2022, donc Macron 1, comme on dit. Alors avant ça, il faut que je vous dépeigne dans votre vie privée. Vous avez 4 enfants, avec un mari dont vous disiez à Libé en 2021 que vous l'aimiez. C'est toujours le cas. Voilà, je voulais prendre vraiment les dernières nouvelles. Et parmi vos 4 enfants, la dernière, la Benjamine, s'appelle Julia. Elle est arrivée en 95 avec un chromosome en plus. Vous avez dès lors un peu bouleversé votre vie. Et en 2003, vous avez réussi à faire en sorte que les AVS, les assistantes de vie scolaire, soient devenus des emplois d'État, ce qui a un peu changé la vie de toutes ces personnes différentes dans le cadre scolaire. J'ai besoin de vous poser quelques petites questions, parce que dans votre portrait un peu allusif et plein d'ellipses, j'ai besoin de combler des vides, de curiosité. Est-ce que vous vous souvenez de la première personne qui vous a vraiment écouté, petite? Mes parents m'écoutaient beaucoup. Ils nous écoutaient beaucoup. J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai 2 frères avec qui je m'entends très bien. Donc, pour moi, l'écoute, elle a fait partie de ma vie. On n'a pas eu besoin de se pousser du coude pour être entendu. On était écoutés. On était très bien éduqués, je pense. Et ça vous permet aussi d'avoir cette écoute de l'un et de l'autre. Voilà, donc chacun avait sa place et sa bonne place. Quand vous dites très bien éduqué, vous pensez à une certaine forme de douceur, de paix, de respect des Exactement, autres? de bonheur, de bonheur, de sport, la chance d'être dans le midi quand vous êtes enfant, c'est merveilleux parce que vous êtes dehors tout le temps. Déployé, de la voile, voilà. Non, mais c'est quand même une très très grande chance, un cadre de vie formidable. Quand vous sortez de l'école, que vous allez faire de la voile, ça vous épanouit. Donc j'ai eu la chance de traverser ça de façon vraiment très 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 heureuse. Après. Voilà, il a fallu rentrer dans les compétitions, dans les écoles de commerce, mais je dirais que vraiment ce qui m'a construit, c'est ça, c'est la chance d'être dans un environnement très bienveillant, empathique, sain, drôle, beaucoup d'humour. Et dans un ancrage qui vous tient encore aujourd'hui debout. Est-ce que vous avez l'impression, Sophie Cluzel, d'avoir quitté le gouvernement à temps, avant le grand chaos dans lequel nous sommes un peu ? Alors j'ai eu la chance d'avoir 5 ans devant moi et ça c'est assez appréciable parce que vous pouvez vraiment ancrer votre feuille de route que j'avais bien en tête quand le président m'a demandé vraiment de rejoindre l'équipe gouvernementale parce que ça faisait 20 ans que je militais pour changer la donne, pour faire une société qui faisait sa place à chacun, en commençant par la crèche, l'école, etc. Donc j'avais des idées très claires, une feuille de route très claire.
Et la seule chose que j'ai demandé au président, c'est d'être rattaché auprès du Premier ministre. Ce qui était une première, parce qu'on sortait justement les personnes handicapées d'être objet de soins pour devenir vraiment sujet de droit. Et en fait, c'est ça qui m'a animée tout le temps. Redonner vraiment la pleine citoyenneté aux personnes, qui étaient déjà inscrites dans la loi de Chirac de 2005, mais là, la faire vivre vraiment, droit de vote aux majeurs protégés sous tutelle, les droits à vie. Et vraiment, c'est ça qui m'a en permanence ancrée. Alors, c'était un quinquennat, on le juge aujourd'hui plus facile, mais quand même, rappelons-nous les Gilets jaunes, le Covid, qui nous a vraiment fait tenir la France grâce aux administrations, et ça, je voudrais le dire. Mais cette temporalité de 5 ans m'a permis vraiment de construire en confiance avec mes collègues du gouvernement. Et si aujourd'hui, on vous donnait une enveloppe avec un quoi qu'il en coûte, avec vraiment crédit absolu, une mesure, pour financer une mesure à l'égard des personnes handicapées, qu'est-ce qui changerait la donne pour les insérer mieux dans notre société? Ce serait quoi la mesure? Il y en a beaucoup que j'aurais voulu faire. Vous dites une mesure, c'est... Peu importe le coût, on l'a fait. Ça, c'est un sacré challenge. Il y en a plusieurs, de toute façon, quoi que je dise, ça ne sera jamais la bonne pour tout un chacun. C'est d'abord de faire confiance aux personnes, c'est-à-dire que c'est leur accorder les droits et donc les besoins qu'elles ont immédiatement pour réussir. C'est-à-dire que si je suis à l'école et que vous avez besoin d'une auxiliaire, il faut l'avoir tout de suite. Si j'ai besoin de pouvoir intégrer un immeuble, eh bien, il faut que l'accessibilité soit faite. Donc en fait, c'est de dire à la personne, on vous fait confiance, vous avez votre sac à dos de compensation, d'allocation, et vous en faites vraiment comme vous le voulez, comme bon vous semble. On contrôlera après. C'est ça en fait, c'est de renverser vraiment le système financier actuel, d'arrêter de financer des murs, de mettre de l'argent dans les personnes qui accompagnent et dans la personne elle-même. Pour être au plus près de leurs besoins réels, concrets, qui sont tous très très singuliers. On en va en parler. Très singuliers, exactement. Justement, on va en parler. C'est vraiment une économie de prototype. Confiance. C'est-à-dire, voyez, on octroie et on contrôle après. Quel est votre premier souvenir enfant de contact avec une personne différente, une personne handicapée, Sophie Cluzel? Alors, je vais vous dire, j'en ai pas beaucoup de souvenirs de contact. À l'école, il n'y en avait pas dans mes classes. Franchement, j'ai pas de souvenir qui m'a marqué. Pour moi, les fauteuils roulants, c'était pas un handicap. Ça faisait partie de la vie, même si on les voyait pas beaucoup. Enfin, ça m'a jamais bloqué l'œil. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et donc, quand en 95, vous apprenez que votre petite fille a un chromosome en plus? Alors ça, c'est à la naissance déjà, puisque je ne l'ai pas su pendant ma grossesse. Et donc à la naissance, j'étais tellement inquiète de la façon dont le toubib regardait ma fille que j'ai cru qu'elle allait mourir. Quand il m'annonçait que c'était une trisomie, je dis « Ah, c'est que ça !» Soulagée. Mais je ne savais pas ce que c'était. Puis après, vous avez le film qui se met en tête. Et là, c'est des rencontres. Ces rencontres avec des mamans, avec des enfants trisomiques, qui m'ont dit « Mais il y a du possible après, vous inquiétez pas !» Et là, c'est tout de suite, le pied à l'étrier dans l'associatif. Ne restez jamais seul quand vous avez une naissance. J'ai un seul conseil à vous donner. Appuyez-vous sur ceux qui l'ont déjà vécu et qui pourront vous donner au début les trucs et astuces pour stimuler, éducation, etc. Et puis, faites des rencontres avec des personnes qui ont déjà vécu ça et entraînez-vous, mettez-vous dans la rivière de l'associatif qui va vous restimuler tout de suite. Et pensez collectif, tout de suite. Ensemble, on est plus fort pour affronter les choses. Il y a des tas de choses qui sont déjà faites et il faut les connaître. Donc, c'est tout de suite, ne restez pas seul. Bon, puis j'ai eu la chance de m'appuyer sur une famille remarquable, solide, des amis extra. Il n'y a pas eu de rejet, parce que malheureusement, c'est quand même la première cause de divorce, la naissance d'un enfant trisomique, enfin handicapé, pardon, en général. Donc là, moi, j'ai eu cette chance de compter vraiment sur des appuis très solides. Mais ne restez jamais tout seul. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la première cause? Mais ne créez pas pour autant une association. Il y en a des millions. C'est pas la peine. Rejoignez un courant. Rejoignez un courant existant et plongez là-dedans. Sophie Cluzel, un chiffre me frappe à chaque fois. 96% des fœtus diagnostiqués porteurs de trisomie 21 donnent lieu à une interruption médicale de grossesse. Est-ce que vous pensez que ça envoie un message extrêmement dur pour les 4% qui restent? Chacun fait comme il veut, chacun comme il peut. Moi, jamais je ne jugerai qui que ce soit qui pratique une interruption volontaire à l'annonce. Moi, on ne m'a pas diagnostiqué, mais je ne peux pas juger quelqu'un. Surtout quand on me dit « mais qu'est-ce que tu aurais fait si tu l'avais su ?» Je dis « mais comment vous pouvez me demander ça? J'ai ma fille qui grandit, elle est là, elle est heureuse, elle est épanouie. » Rappelons juste que la trisomie, 99% des enfants trisomiques ne souffrent pas. Donc ça, c'est très important, à comparer à d'autres types de handicaps où il y a des souffrances terribles, physiques, etc. Ils vont souffrir de quoi? Ils vont souffrir
de leur exclusion ou du regard. Donc ça veut dire que pour qu'ils ne souffrent jamais, ça veut dire qu'il faut qu'on change, que la société change, les accepte tels qu'ils sont et leur fasse toute sa place. Parce que la seule chose qui blesse encore ma fille, elle a 28 ans, elle bosse, elle est autonome, c'est le regard des autres. Souvent, elle me rappelle en disant dans le métro, on m'a encore regardé bizarre, maman. Je lui dis, mais c'est de l'admiration, ma chérie. C'est de l'admiration parce qu'il voit rarement une jeune femme trisomique, opérationnelle avec son téléphone, son machin. Et d'abord, rentre ton téléphone parce qu'il y a des voleurs. Mais voilà, j'essaie de lui dire que c'est de l'admiration. Elle n'est pas tout à fait dupe. Le regard est pesant. Donc, si on ne veut pas que les personnes trisomiques souffrent, c'est de notre ressort, tout un chacun. C'est vraiment la responsabilité de chaque individu de les regarder tels qu'ils sont, d'apprendre d'eux. On a beaucoup de choses à apprendre, peut-être qu'on y reviendra. Et surtout de valoriser, je veux dire, leur personnalité pour qu'ils grandissent en confiance. Vous avez une sciatique, Sophie Cluzel. De quoi est-elle le signe? J'ai des questions un peu bizarres comme ça. Une sciatique, comment vous savez que j'ai eu une sciatique? Je sais, en 2021. Ouais, mais du coup, j'en ai plus eu. Pourquoi? Parce que je me suis assise sur un ballon. Et pendant tout le temps, quand je signais mes parapheurs derrière mon bureau de ministre, parce qu'il faut signer, répondre au courrier, j'étais sur mon ballon, j'ai plus de sciatique. Donc, Et alors, la place du corps dans votre vie aujourd'hui? Ah, le sport, la place du corps. Là, je suis venue en vélo, vous voir. Dès que je peux, je fais de la marche, je nage. Je ne suis pas une sportive avec un sport compétition. Je suis la sportive qui aime tout simplement marcher, danser, jouer au golf quand elle peut, jouer au tennis. Alors, je fais tout pas très bien, mais je m'éclate quand je le fais. Donc, alors, voilà. Comme on est en plein jeu paralympique, on va en parler tout de suite. Venez avec moi. Sophie Cluzel, vous avez été secrétaire d'État chargée des personnes handicapées de 2017 à 2022. On vient de vivre 2 semaines de Jeux paralympiques avec 23 disciplines, l'escrime fauteuil, le paracyclisme, bref. Est-ce que vous pensez sérieusement que la présence de ces Jeux-là, pour clôturer cette séquence olympique, elles peuvent changer le regard du monde sur la question du handicap? Elles changent le regard sur les personnes qui le pratiquent. C'est-à-dire que on s'aperçoit que même avec des handicaps costauds parfois, on peut pratiquer un sport d'excellence. Et donc, ça change le regard forcément parce que avant le handicap, on va voir la personne et sa capacité, sa compétence absolue dans un sport que ni vous ni moi serions capables de pratiquer. Quand vous voyez du cécifoot, vous vous dites mais comment est-ce qu'ils savent où est la balle, comment ça va faire? Bon, bien sûr que la balle, il y a des sons, etc. Mais c'est bluffant. Quand vous voyez des personnes qui sont doublement amputées, qui font de la natation, vous vous dites mais comment c'est possible alors que moi, quand j'ai une petite crampe, j'arrête de nager. Donc en fait, ça change le regard sur, non pas ce sont des surhommes ou des surfemmes, ce sont juste des hommes et des femmes qui ont su compenser une grosse différence dans leur corps et dans leur façon d'appréhender le sport. Donc oui, ça change en même temps la pratique du sport et en même temps le regard qu'on porte sur des personnes qui se dépassent. Mais comme les athlètes olympiques, le regard change aussi sur les athlètes olympiques et sur le fait de cette capacité de sport. Et ça entraîne au sport et la personne qui est dite valide et la personne handicapée. C'est aussi le but, c'est de dire aussi aux personnes handicapées en situation de handicap, vous pouvez faire du sport, malgré votre condition peut-être de manque de quelque chose. Ce monde ne vous est pas fermé. Ouais, exactement. Ouais. Et vous pouvez vous y épanouir. Alors, j'avais interviewé ce Pierre Ancet, qui est un philosophe qui est vraiment spécialiste de la question du handicap, de ce qui est lisible et illisible dans le face-à-face avec une personne différente. Et il avait évoqué cette histoire de réciprocité. Il dit vraiment les regards profondément peuvent changer sur la question du handicap à condition qu'il y ait une relation interpersonnelle, qu'il y ait une relation de réciprocité. Or, avec les Jeux paralympiques et même avec ce film, un petit truc en plus qui, au début de l'été, avoisinait déjà les 7 millions d'audience. Est-ce que vous pensez que vraiment cette réciprocité, elle est essentielle pour changer le regard? Alors, cette réciprocité, c'est intéressant. C'est en même temps le regard que nous, qui ne sommes pas handicapés, portons sur la personne handicapée, mais le regard que la personne handicapée porte sur nous. Il y a cette réciprocité de regard dont on ne parle jamais. Non, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il faudrait leur poser la question. Ouais. Qu'est-ce que, pour vous, a changé le paralympisme et cet olympisme magnifique des Paralympiques? Qu'est-ce que le film a changé pour vous, vous qui êtes en situation de handicap, et vous allez voir ce film-là? Moi, ce que j'ai remarqué avec ce film, c'est que, d'abord, c'est un film que vous allez voir en famille.
Et ça, c'est important parce que vous pouvez rire de quelque chose en famille, de façon décomplexée, non culpabilisant. On rit sur des personnes, des situations justement de personnes handicapées qui rient elles-mêmes d'elles-mêmes. Donc il y a de l'autodérision, il y a de l'humour. C'est une comédie qui est en fait légère et en même temps profonde parce qu'elle nous réinterroge sur nos propres regards et vice-versa. Donc oui, je pense que le cinéma peut changer énormément de choses. Il ne faut pas que ça soit un épiphénomène et puis on n'en parle plus. Ça travaille quand même malgré tout. Quand vous allez le voir en famille, vous pouvez en reparler après. Autour d'une table, autour d'un verre. Vous pouvez échanger votre point de vue. C'est ce que ça t'a choqué, etc. Moi, je vais vous dire un truc, c'est que ma fille est handicapée, donc porteuse de trisomie, elle est allée le voir avec une copine. Ce qui l'a choquée, c'est les gros mots. Vous voyez ? Donc, c'est amusant. Et sinon, il y a trop de gros mots, on passe son temps à nous dire qu'il ne faut pas en dire, et là, il se lâche. et donc, lui faire comprendre que c'était en même temps des acteurs et en même temps, ils jouaient un rôle, c'était intéressant aussi de voir. Donc, ça fait aussi changer, pour les personnes elles-mêmes handicapées, leur vision. Et puis un regard critique aussi sur le film. Exactement. Qui n'est pas non plus à prendre comme voilà. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un pays d'Europe ou un pays occidental qui a un savoir-faire particulier sur la question du handicap ? On parle beaucoup de la norme scandinave, où finalement les personnes handicapées font partie vraiment du quotidien. Non, vous allez en Italie, en Espagne, ils sont beaucoup plus avancés sur nous, sur l'acceptation de la différence. Mais pourquoi, à votre avis ? Parce que tous les enfants handicapés sont à l'école depuis bien plus longtemps que nous. Nous avons encore 80 000 enfants handicapés dans les établissements médico-sociaux. En Italie, c'est la loi du tremblement de terre. En 1975, fermeture des établissements, tous les enfants de la République à la même école. Et donc nous, ça a progressé, mais on a encore ce système d'établissements médico-sociaux pour enfants. Et donc notre acceptation de la différence, elle passe avant tout par apprendre ensemble sur les bancs de l'école. Quand vous serez un adulte, vous n'aurez plus cette appréhension ou parfois ce recul parce que vous aurez appris avec l'enfant handicapé qui devient votre collègue, peut-être de travail ou alors votre voisin. Donc tout passe par ça. C'est pour ça que je me suis tant battue pendant mes 5 ans avec mon collègue de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour créer ce service de l'école inclusive. Parce que je pense sincèrement que c'est notre creuset du respect et de faire monter la tolérance de la différence passe par tout petit, crèche, école. Et après, les insertions professionnelles se font beaucoup plus facilement. Ou pas, si vous êtes des difficultés vraiment. C'est une affaire de familiarité. Et vous parlez des classes Ulysse, par exemple. Toute cette possibilité que maintenant, dans les établissements qui sont même parfois des établissements d'élite, qui ont une vraie ambition très, très importante pour leurs élèves, avec sûrement des pronostics, des scores, des palmarès à conquérir pour obtenir les meilleures écoles diplômantes. Et il y a la présence parfois de classes qui sont vraiment avec les autres, des récréations partagées, des moments de vie, de sport ensemble. Est-ce que vous diriez que ça, en fait, c'est ce qui a manqué à notre génération ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on construise l'école de demain. Parce que ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'il faut des salles de rééducation dans les écoles de la République. Il faut vraiment que le centre de gravité vraiment de ces professionnels de l'éducation dite spécialisée rentre dans les écoles de demain. On rentre tous sous le même fronton, en fratrie, qu'on soit très très bon, pas très bon, handicapé, pas handicapé. Et après, les chemins d'apprentissage se font différemment. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'ils apprennent ensemble, en même temps, les mêmes choses. Non. Mais c'est se côtoyer avec ces différences, même grandes différences. Moi, une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir ouvert une classe pour enfants polyhandicapés dans un petit village, les Molières, dans les Yvelines. Des enfants polyhandicapés, où vous dites, mais il n'y a aucun apprentissage possible. Ben si, il y a des apprentissages très furtifs possibles. Et là, vous avez un rendre-compte qui se passe, une petite fille de 8 ans qui me dit, mais c'était où ces enfants, on ne les avait jamais vus. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment apprendre à regarder la différence, à faire une pause soi-même sur les attentes que les uns et les autres ont d'une normalité de rythme. Eh bien non, ça nous réinterroge sur nos pratiques. Mais pour ça, il faut outiller les enseignants, il faut les former, il faut les accompagner, il faut les épauler, il faut les étayer. Alors justement, tout se passe par l'école. J'ai une question complexe. Est-ce que vous avez repéré quel est le trait de caractère qui rend plus accueillant à l'égard de la différence ? Est-ce que les personnes qui sont les plus à l'aise avec des personnes différentes, des personnes handicapées, sont des personnes qui ont de l'empathie, une douceur de cœur, une simplicité, un esprit d'enfance, ou pas ? Je ne peux pas vous dire non, parce que vous avez cité, oui, les grandes qualités qui font qu'on est à l'écoute de l'autre. Et qu'on sait faire une pause dans notre instantanéité, dans notre vélocité à aller toujours plus vite, plus loin. Et donc, ça demande de faire une petite pause,
dans son cap. Je pense que c'est ça. Et puis de l'humour. Moi, je crois énormément à l'humour, c'est-à-dire avoir du second degré, dédramatiser les situations, parce que c'est le sel de la vie, c'est-à-dire quand on apprend, quand on travaille, quand on fait du sport, il y a des moments qui peuvent être compliqués, mais voilà, si on a toujours cette pointe d'humour, c'est-à-dire que... De distance, en fait. De distance. Moi, ma fille, elle nous dit tout le temps, mais c'est pas grave quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Et c'est vrai, c'est relativiser les priorités, peut-être se donner d'autres priorités aussi, savoir écouter. C'est ça que nous enseigne en fait la différence quelle qu'elle soit. Parce que pour faire une même tâche, parfois il va falloir plus de temps, ou alors il va falloir la faire différemment. Ce qui nous réinterroge aussi sur nos propres process et nos façons de communiquer, d'enseigner, de la pédagogie qu'on peut faire. Il faut, je veux dire, c'est ce que disait Charles Gardou, c'est les plans inclinés du savoir ou les plans inclinés du travail. C'est-à-dire que de la même façon qu'on met une rampe d'accès pour qu'une personne soit autonome dans sa mobilité, eh bien il faut qu'on fasse cette déconstruction parfois pédagogique ou d'intelligence pour se dire que ça vient pas d'elle, ça vient de moi. Donc c'est toujours pour moi l'émetteur et pas le récepteur qui doit être mis en cause. Moi, c'est ce que ma fille m'a appris énormément. Donc il y a une forme de souplesse quand même. Souplesse et se remettre en cause. Ouais, se remettre en cause. Quand je vous écoute, je me dis, mais alors si... Tout ce que vous citez comme qualité, ce sont des qualités qui sont un peu à rebours de notre époque, où on cherche le tout de suite, tout le temps. On est dans l'efficacité, on a une sécheresse aussi du contact interpersonnel, comme là on se parle. Et est-ce que vous diriez que finalement, peu à peu, cette société un peu inhumaine qu'on est en train de se créer, surtout avec l'intelligence artificielle, elle va rendre de moins en moins possible l'insertion des personnes différentes, des personnes handicapées? Moi, je pense que l'intelligence artificielle, au contraire, va énormément nous aider. Ah, pourquoi? Parce que déjà, par exemple, elle va nous traduire en facile à lire, à comprendre les textes compliqués, pour tous ceux qui ont une déficience intellectuelle ou des problèmes de troubles de fonction cognitive. Donc moi, je mise à 200% sur la technologie et l'intelligence artificielle. Pour moi, ça ne remplacera... Même s'il n'y a pas l'humain, même s'il n'y a pas la chair de la personne... Il y aura toujours l'humain avec l'intelligence artificielle, j'en suis sûre. C'est juste un moyen de compensation pour moi. Mais c'est dans le relationnel, vous avez raison. Il faut qu'on arrête d'être dans cette brutalité de relations permanentes et de se couper la parole en permanence, etc. Vous ne vous mettez pas sur un pied d'équité, d'expression deux personnes qui ont des difficultés. Mais juste pour revenir avec les Paralympiques, quand vous disiez l'héritage, ou qu'est-ce que ça va nous amener, est-ce que ça va changer notre regard? La formation, par exemple, des agents, pour savoir prendre en compte les difficultés d'une personne qui a des troubles de fonction cognitive, qui a des troubles psy++, elle a servi aussi pour accueillir le monde entier qui ne parle pas le français. Donc on voit toujours que faire un effort, que ce soit de compensation, de dialogue, etc., servira le bien commun, l'intérêt général. Et c'est ça la force de la différence. Quand on l'aborde sur cette notion d'investissement personnel, où je me mets soi-disant à la portée d'eux, mais en fait c'est souvent l'inverse, eh bien ça servira dans ma différence managériale. Je vais changer dans des entreprises, ça change énormément, dans ma façon d'enseigner pour les professeurs, etc. Donc, comme on est dans un processus, comme vous l'avez dit, d'immédiateté, il faut des résultats tout de suite, il faut être productif, etc. C'est ça qui nous empêche. C'est ça qui nous empêche de faire société avec des gens très différents. Donc, eh bien, il faut y aller, il faut s'investir personnellement et chacun peut changer la donne à son niveau. Ce n'est pas l'affaire de politique publique, bien sûr qu'il y a des politiques publiques importantes. Accompagner le mouvement, mais vous diriez que c'est vraiment l'affaire de chaque citoyen. Une décision individuelle. Mais des trucs tout bêtes. De la même façon qu'on a fait l'écologie au quotidien. Le Français fait son tri, il ferme son robinet, etc. Eh bien, qui se repose les mêmes questions? Comment je vais faire la place à mon voisin? Arrêter de mettre ma poubelle sur mon trottoir, alors que mon voisin, je sais qu'il a un fauteuil roulant. C'est des petits gestes stupides qui peuvent paraître stupides, qui sont minimes, mais qui font la grande différence. C'est inviter l'enfant au goûter d'anniversaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie de la maman ou du papa de l'enfant handicapé qui reçoit son premier carton d'anniversaire. Ça paraît une banalité, je le dis souvent, mais c'est un tel bonheur. C'est pareil avec mon collègue de travail, où je le trouve un peu bizarre, il s'enfonce, il ne répond pas ou il répond mal. Mettons-nous à l'écoute. Est-ce qu'il a des difficultés, peut-être de surdité, ou peut-être de troubles psy? Il a besoin d'en parler. Voilà, ouvrons nos écouteurs, si je puis dire vraiment, pour être sensibilisés à... Il y a quelque chose qui n'est pas dans ma norme classique de rapidité autour. Dans ma frénésie. Il y a dans ma frénésie. Et peut-être que du coup, je m'en sentirais mieux aussi. Et vous diriez qu'aujourd'hui, grâce à Julia, vous êtes une femme bien plus heureuse que vous ne l'auriez été sans elle?
Je ne sais pas sans Jeanne ce que j'aurais été, mais moi je sais que Julia, elle a soudé sa fratrie, notre famille. Julia, elle nous fait regarder les choses différemment. Julia, elle nous a aussi agacés énormément parce que c'est pas tout beau. Quand vous êtes hyper pressé et que voilà que elle met du faut temps l'attendre ou elle renverse son truc. Enfin, je veux dire tout ce que les parents, ça parlera aux parents de ce que je dis. Donc, mais elle nous a appris énormément de choses. Elle nous a appris à relativiser. Elle nous a appris à dire que c'est possible. Ouais, c'est possible. Et pourtant, on a toujours dit aux personnes handicapées, c'est pas possible, ou vous êtes incompétent, ou vous êtes déficient, ou vous avez un manque, etc. Ben non, ils ont tous un petit truc en plus. Excusez-moi de le redire, mais je pense que c'est ça qui est important. Donc, et nous, à qui ça profite, autant à nous qu'à eux. Et nous, on a beaucoup de trucs en moins, Sophie Cluzel, surtout moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci, et surtout, poursuivons ce regard très, très renouvelé sur ces personnes-là. Eh bien, allons-y. Très volontiers.